Miguel Bonnefoy, merci de venir à la Galerne pour présenter Sucre Noir, paru aux éditions Rivage. Avant de parler de ce roman, voire du précédent également, je voulais savoir comment vous étiez venu à l'écriture et quelles étaient vos inspirations. Mon père écrit. Alors je pense que d'abord l'écriture s'est passée par mimétisme, par un système d'imitation. Je voyais toujours cet homme qui racontait des belles histoires à table et puis ensuite se mettait devant son ordinateur pour essayer de se livrer d'une histoire comme on se livre d'une maladie ou d'une obsession. Et j'étais un peu fasciné par cette image. À partir de là, j'ai commencé à travailler sur les mythes grecs et je faisais un travail de réécriture de mythes grecs. C'est-à-dire que je prenais le mythe, je l'inversais et j'essayais de trouver une nouvelle structure narrative pour créer un nouveau mythe. Donc je pense que petit à petit, c'est tout simplement d'abord pour les inspirations, une affaire avec des récits fondateurs, d'abord avec les mythes grecs, et puis petit à petit ça a commencé à se ramifier, à prendre de la souplesse, à se flexibiliser, mais pour aller vers d'autres sentiers qui ont été celles de la structure narrative du roman. Alors les romans justement, il y en a deux particulièrement, Le Voyage d'Octavio et Sucre Noir, qui sont écrits comme des contes, des fables. Par exemple, il est très plaisant dans Sucre Noir, votre dernier roman, d'être plongé à la recherche d'un trésor enfoui avec le pirate qui tout simplement le gardait jalousement. Absolument. Et l'idée était de raconter d'abord une histoire qui me plairait de lire, c'est-à-dire écrire un livre que j'aimerais lire. Et j'ai été fasciné par la lecture de l'Odyssée des marins, des frères Poivre d'Arvor, dans lequel ils font une sorte d'éventail de tous les corsaires, de tous les flibustiers, de tous les gueux de mer, de ce qu'on appelait les frères de la côte. Et c'est en lisant ces récits que je suis tombé sur le personnage de Henry Morgan, qui est ce pirate britannique, qui m'a semblé absolument fascinant comme vie. Et je me suis dit qu'il s'agirait peut-être de prendre ce personnage historique et de le mettre dans une sorte de tissu de fictionnel narratif et le faire échouer avec son bateau et son équipage sur la cime des arbres dans une canopée au milieu d'une forêt. Alors il y a cette situation, ce sont les premières pages de votre nouveau roman Sucre Noir. Il y a vos personnages également, que ce soit dans Le Voyage d'Octavio et Sucre Noir. Ils sont à l'image des Vénézuéliens. C'est intéressant. Moi, je pense qu'on tire toujours l'argile de la réalité donne finalement la sculpture de la fiction. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu, entendu, lu au Venezuela, les choses que j'ai pu vivre quand je travaillais là-bas à Fundarte, quand je travaillais également dans les théâtres, toutes ces choses ont finalement composé, ont réussi alors à se fondre petit à petit dans un même creuset pour finalement donner une œuvre qui est entièrement fictionnelle. Alors quelque part, Octavio n'existe pas, mais j'ai rencontré 1000 Octavio au cours de mes voyages et c'est la composition de ces 1000 Octavio qui ont finalement donné Octavio. Même spectacle pour Sucre Noir, que ce soit pour Serena Otero, que ce soit pour Eva Fuego, que ce soit pour Severo Bracamonte, qui sont les personnages du livre, sont été 1000 femmes que j'ai rencontrées, des femmes guerrières, des femmes fortes, des femmes militantes, que j'ai rencontrées au Venezuela et qui petit à petit, d'information en information, de témoignage en témoignage, ont fini par me donner la matière pour pouvoir tailler le bois des personnages qui sont dans le livre. Finalement, alors, ce sont les personnages de chair et d'os qui finissent par donner les personnages de papier. Et ces personnages-là, et particulièrement les personnages féminins, vous souhaitez que ces personnages cassent les clichés. C'est très important pour vous. Absolument. Moi, je viens d'une famille de femmes fortes, de femmes puissantes, de femmes vigoureuses, de femmes dignes et souveraines. Et il était important pour moi de pouvoir mettre dans les livres des personnages de femmes qui ne soient pas soumises, qui ne soient pas sexualisées, qui ne soient pas codifiées, qui au contraire puissent aller dans le siècle avec toute la dignité sans avoir forcément être accompagnées des adjectifs par rapport à la beauté ou par rapport à la sensualité, mais qui soient au contraire des adjectifs qui sont les mêmes qu'on peut utiliser pour les hommes, de puissance, de force ou également même de tyrannie, de dictature et tout simplement quelque chose, des portraits qui se dressent dans l'histoire sans avoir peur de l'hégémonie masculine. Alors ce sont vos mots, rendre hommage au courage discret des personnes rencontrées là-bas, ça c'est pour les personnages. Et puis je voudrais qu'on aborde aussi le personnage qui est peut-être le personnage principal de vos romans et encore dans Sucre Noir, c'est le Venezuela, c'est le pays que vous décrivez formidablement avec ses traditions, avec sa modernité, avec sa complexité. Est-ce que c'est pour tout simplement aussi, même dans ces romans, contes, fables, pour qu'on le comprenne mieux ? Oui, j'aime l'idée de pouvoir
expliquer des réalités sociopolitiques en passant peut-être par l'allégorie, en passant par la fable, en passant par la parabole. Ça permet tout simplement de raconter une histoire et derrière cette histoire, on y trouve les nuances et les épaisseurs politiques. On trouve la couche qui permet d'expliquer une réalité politique, mais tout en passant par la fiction. L'idée de Sucre Noir était pouvoir de parler du pétrole vénézuélien, c'est-à-dire que la plus grande tragédie du Venezuela est d'avoir découvert ce gisement de pétrole et à partir de là, on a fait une rente pétrolière. On a arrêté de produire, on s'est mis à importer. L'idée alors était de pouvoir parler de cette réalité, mais par la fable, et donc de symboliser le Venezuela par une ferme distillerie, le pétrole par un trésor qui est enfoui sous des champs de canne à sucre, et puis montrer à quel point un portrait de maître remier qui vit de ces traditions de canne à sucre et qui savent qu'il y a un trésor qui est enfoui quelque part par des pirates des Caraïbes. À partir de là, ils vont essayer de retourner la terre pour essayer de trouver l'or à l'intérieur. Et ils ne se rendent peut-être pas compte que le vrai or est sous leurs yeux dans les patiences agricoles, dans le maïs, dans la culture du rhum et dans la fabrication des traditions profondes des Caraïbes. Permettrait d'ajouter que Sucre Noir est une histoire d'amour, mais d'amours au pluriel. Est-ce que pour terminer, sans entrer dans ce qui est trop compliqué ou trop délicat, puisqu'on parlait du Venezuela tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui, je le lisais dans la presse et particulièrement dans la presse havraise, ça reste une lente conséquence de petites luttes, de combats et de passions. Ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, comme partout dans le monde, ce ne sont pas tout à coup des choses qui arrivent d'une manière isolée et transcendante comme ça, qui tombent du ciel. Tout est conséquence de quelque chose. Pour comprendre le présent politique d'un pays, il faut comprendre son passé. Le Venezuela a eu des erreurs dans les gouvernements d'avant, que ce soit dans la 3e ou dans la 4e République. Aujourd'hui, alors, il y a eu une révolution, il y a eu des mouvements, il y a eu des révoltes populaires, et puis petit à petit, on essaye de voir comment ce gouvernement, qui autrefois était de la révolution et maintenant est un ordre établi, et l'opposition, qui autrefois était une opposition de droite et qui l'est encore aujourd'hui, mais qui est cette fois-ci à son tour dans la révolution, eh bien, voir comment elle trouve un terrain d'entente pour essayer bien de rétablir l'ordre. On verra. Je vous remercie, Miguel Bonnefoy. Merci.